Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Migration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. C'est un web TV qui communique avec le monde. Dans le cadre de notre émission de ce samedi 7 février 2026, nous recevons notre invité Tierno Souleymane Diallo, président du conseil d'administration de la Fédération africaine des associations du Canada. Notre émission de ce jour va porter sur le thème « Mois des Noirs, le regard de l'Afrique ». Le mois de l'histoire des Noirs célèbre les origines africaines des personnes noires à travers le monde. Le mois de l'histoire des Noirs de cette année est marqué à la fois par le 100e anniversaire de la création des États-Unis et par les 35 ans de ces célébrations officielles à Montréal. Ce que le mois met en valeur par rapport à l'Afrique, les civilisations africaines, le savoir africain, les résistances africaines à l'esclavage et à la colonisation, les liens entre l'Afrique et la diaspora noire, Amérique, Caraïbes et Europe. Loin d'être un secret de Polichinelle, l'Afrique est le berceau historique, culturel et spirituel des peuples noirs, avant la traite transatlantique, la colonisation et les migrations modernes. Le mois de l'histoire des Noirs est aussi un moment pour reconnecter avec l'Afrique, valoriser ses rapports au monde et reconnaître son rôle central dans l'histoire globale. Au cœur de cette célébration de cette année, un acteur majeur, la Fédération africaine et association du Canada. Basée à Montréal, c'est une organisation non partisane dédiée à l'unification, à la représentation et au soutien des communautés et associations africaines au Canada. Elle promeut l'inclusion, le développement socio-économique et la culture africaine, tout en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants. Notre invité Tierno Souleymane Diallo est son président du conseil d'administration. Bonjour, monsieur Tierno Abdoulaye. Bonjour, monsieur Norbas, comment allez-vous? Ça va bien, merci, bienvenue. Et avant d'aller au fond de ce débat, permettez-moi de présenter qui est notre invité. Expert en gouvernance, développement économique et éthique publique, il est engagé depuis plus de 15 ans dans l'accompagnement des organisations publiques, privées et communautaires. Actuellement commissaire au développement économique à la ville de Montréal, il œuvre à la revitalisation des acteurs commerciaux, à la transition écologique ainsi qu'au soutien des économies sociales et culturelles. Fondateur du réseau Mobilité Inc., une entreprise dédiée à l'insertion professionnelle, à l'immigration et d'Etika Group Conseil, il met son expertise au service de politiques publiques plus justes, de stratégies durables et d'une gouvernance intègre. Titulaire de plusieurs maîtrises, notamment en évaluation des programmes publics, en géopolitique et en droit international, il allie rigueur académique, vision stratégique et engagement social. Il siège de ce divers conseils d'administration, contribue à des initiatives citoyennes et croit profondément au pouvoir des idées et des réseaux pour transformer les sociétés. Tierno Abdoulaye Diallo, pourquoi la création d'une fédération africaine et associations au Canada? Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi pour la question. Pourquoi la création en fait d'une association qui fédère l'excellence africaine, notamment les particuliers et les associations? C'est parce que tout simplement, c'est parti d'un constat assez simple. Nous avons ici au Canada plus d'une centaine, je dirais même des milliers d'associations. Et quand on prend par pays, notamment je prends l'exemple de la Guinée ou du Cameroun ou du Sénégal, il y en a des multitudes d'associations. Et quand, par exemple, il est temps de changer avec les autorités publiques, qu'elles soient fédérales, provinciales ou municipales, on a du mal à trouver un interlocuteur. L'idée, c'est de dire, écoutez, gardez l'autonomie de votre association, mais soyons d'accord, mettons-nous ensemble dans le cadre d'une structure. Que chacun garde son autonomie et que dans la fédération, on ne fera pas de compétition. C'est-à-dire, un exemple concret, si le Conseil des Camerounais du Canada fait quelque chose
nous, on ne va pas essayer de faire la même chose. Parce que si tu veux que quelqu'un vienne te rejoindre, il faut valoriser, mettre en avant ce que la personne est en train de faire, bonifier cela. Ne pas être en compétition avec celui que tu veux avoir en ton sein. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une voie encore beaucoup plus structurée, beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que seul ou bien isolé, on pèse moins, on est moins visible, alors qu'ensemble, si on est ensemble, on impacte plus. Pourquoi? Parce que nous pèsons beaucoup plus. Donc, c'est d'où l'idée de la fédération, c'est d'être un interlocuteur privilégié des autorités canadiennes en ce qui a trait aux enjeux qui touchent la communauté ou les communautés africaines et afro-canadiennes au Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de la mission? La mission de la fédération, je vous dirais, vous avez déjà évoqué quelques éléments de cette mission-là au niveau de l'introduction. Mais je vous dirais simplement que la mission de la fédération tourne autour de 5 grands axes. Premièrement, c'est de représenter et défendre dignement nos droits, comme nous l'avons fait récemment, je veux dire l'an dernier, avec la reconnaissance de la Journée mondiale Afrique, le 25 mai 2025, par la ville de Montréal. Ensuite, autre élément, nous œuvrons à renforcer et à soutenir l'écosystème entrepreneurial de la communauté. Nous œuvrons à la promotion et valorisation des cultures africaines en essayant de les transmettre. Parce que nous sommes dans un pays où si nous n'apprenons rien à nos enfants en ce qui a trait à nos us et coutumes, ben, ils risquent d'être des aliénés. Et c'est important de faire vivre cela. Et l'autre élément, c'est d'œuvrer aussi à renforcer le développement socio-économique de notre communauté. Et enfin, c'est de défendre tout ce qui a trait aux enjeux qui touchent de près ou de loin l'immigration. Mais on n'oublie pas non plus le côté développement durable, tout ce qui est pratique environnementale. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais vous dire sur sa mission. Depuis la création de la fédération, quel bon point avez-vous marqué dans l'intérêt de vos membres? En d'autres termes, quelles sont les actions que vous avez menées régulièrement afin de faciliter l'intégration et l'établissement des membres de la communauté africaine? Merci. En fait, depuis la mise en œuvre ou depuis la création de l'association officiellement le 4 novembre 2023, on a posé pas mal d'actes. Des actes qui sont concrets, qui parlent d'eux-mêmes, qui font en sorte que des associations viennent vers nous. Je vous donne des exemples concrets parce que là, la question, elle est beaucoup plus précise. En octobre 2024, tout comme en novembre 2024, en octobre, on a assisté à la disparition d'une étudiante d'origine congolaise dans des circonstances floues. Et là, toute la communauté estudiantine au Canada, africaine surtout, était tellement stressée. Et nous, au niveau de la fédération, nous avons une responsable en santé mentale et bien-être social qui s'occupe uniquement de l'accompagnement des personnes, des membres et de nos sympathisants. Je peux vous dire, Monsieur Norbas, les statistiques existent, les chiffres sont là, sont réels. En l'espace d'une semaine, cette personne a reçu plus de 150 appels. Et c'était des heures et des heures qu'elle passait à consoler, à sensibiliser, informer et conscientiser les jeunes à tous ces enjeux-là pour dire comment faire pour mieux s'intégrer. Et ces actions, quand on les a posées, ça touchait plus d'un. Il y a eu des familles en Côte d'Ivoire, il y a eu des familles au Burkina, des familles au Sénégal, qui nous ont appelés, qui ont cherché à rentrer en contact avec nous via notre adresse courriel générique,
pour nous demander comment est-ce qu'ils pouvaient nous envoyer de l'argent. Certains sont passés via la personne qui est responsable de la santé mentale et bien-être social pour leur envoyer de l'argent, pour envoyer de l'argent à l'association pour dire voilà, vous nous avez dépeint la réalité. Comment les choses se passent réellement au Canada, parce que nous, par exemple, les parents, on ne connaissait pas tout ça. C'est-à-dire la difficulté d'intégration des étudiants, que ce soit en lien avec les assurances, que ce soit en lien avec les orientations, les démarches administratives, tout ça, c'est des choses, ce sont des détails que les parents ne savent pas avant de faire envoyer leurs enfants au Canada. Ces actions-là ont été reprises par d'autres associations. Et pour nous, ça a eu un effet multiplicateur. Je prends par exemple l'association, le regroupement général des Sénégalais au Canada, qui fait aussi d'excellent travail par rapport à l'accueil et l'intégration des étudiants africains. Mais il a fallu que la fédération fasse d'abord le premier pas. Donc on fait pas mal d'activités dans ce sens. Maintenant, toujours pour rester dans le même sillage, dans la même catégorie d'exemples, en octobre 2024, on a organisé ici une marche qui était historique. Pour la première fois, toutes les associations, je dis bien toutes les associations ou organisations de la société civile qui sont représentatives au Canada, qui n'incluaient pas seulement que des Africains, parce qu'il y avait des Afro-descendants, il y avait des Haïtiens, qui étaient tous présents. Et cette marche, il y avait des élus, des politiques de la diversité africaine et afro-canadienne, et afro-descendante. Tout le monde était présent pour défendre cette cause. Mais il a fallu que la fédération initie l'action pour qu'ils viennent trouver une fenêtre d'opportunité où venir en fait s'intégrer pour amplifier l'idée. Ça, c'est un exemple. Et quand il y a eu aussi, en novembre 2024, quand il y a eu cette femme québécoise qui a versé de l'eau chaude sur un jeune garçon de 10 ans, là aussi on a posé des actions concrètes qui ont parlé d'elles-mêmes. Jusqu'à ce que l'ancien gouverneur général du Canada, la très honorable Michel Jean, dans le cadre de son sommet pan-canadien des communautés noires, m'a appelé personnellement pour remercier chaleureusement l'action que la Fédération africaine et Association du Canada a posée, parce que quand cet acte s'est passé, elle était dans son lit d'hôpital en convalescence. Elle dit qu'elle ne cessait pas. Elle ne cessait pas d'apprécier ce que la Fédération a fait. Ce qui l'a conduit à déduire, à dédier le nom de ce sommet en l'hommage à ce jeune garçon pour l'aider à guérir. Il y a eu un élan de solidarité qui a été fait, c'était vraiment fort intéressant. D'autres actions, un autre exemple, puisqu'on est toujours dans des actions concrètes là, l'année dernière, en février, l'association, la fédération a écrit à la ville de Montréal pour demander à ce que la ville de Montréal reconnaisse à son tour, comme le fait les Nations Unies, la journée internationale Afrique, qui est, comme vous le savez, le 25 mai de chaque année. Et ça a été adopté à l'unanimité par une motion par la ville de Montréal, le 12 mai 2025. Et le 25 mai, c'était la cérémonie où la fédération a été accueillie avec des invités que nous avons choisis en collaboration avec la ville de Montréal pour venir célébrer cette journée-là. Ça a renforcé encore l'ancrage de la fédération. Un des exemples concrets aussi, on a le statut d'observateur au niveau de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons reçu mandat d'aller superviser des élections, et le rapport existe, la vidéo existe encore sur nos pages, au Tchad, lors des élections de décembre 2024.
Depuis, on a reçu encore d'autres. Par exemple, en Centrafrique, au Cameroun. Mais comme vous le savez, toute structure aussi fonctionne avec de... Il faut qu'elle ait des moyens. Et puisque c'est une association, donc ça veut dire c'est basé sur du volontariat, sur du bénévolat, la cotisation, on compte sur ça pour pouvoir mener nos actions. Donc, faute de moyens, on n'a pas pu participer à ces élections-là pour superviser ces élections. Et je me limiterai par ces derniers exemples, pas plus que hier. La fédération a été invitée au Sénat canadien, en collaboration avec ADN, Africa Development Network, pour une première rencontre dans la mesure où on veut mettre en place, à la suite du rapport de la première stratégie Canada-Afrique, que le Canada a adopté l'année dernière, on veut mettre en place un conseil consultatif de la diaspora africaine au Canada. Donc, et à l'occasion de cette rencontre, j'ai eu pas mal de leaders communautaires qui représentent des pays. Je prends par exemple le Haut Conseil du Niger, comment dirais-je, l'association des Rwandais, au niveau national, qui disent vouloir intégrer la fédération, parce qu'ils ont compris ce que nous faisons. Donc voilà, en quelque sorte, quelques actions que nous avons posées de façon concrète. Ce n'est pas tout, mais je me limite simplement à ces exemples-là. Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en prenant part aux élections en tant qu'observateur, votre association devient partisane? Non, pas du tout. En prenant part à des élections en tant qu'observateur, on dit bien observateur, on n'est pas partisan. C'est comme par exemple les observateurs de l'Union européenne ou les observateurs de l'Union africaine ou la CEDEAO. On est capable de participer à une élection en tant qu'observateur, superviseur, et fournir son rapport de façon tout à fait objective. Et c'est ce qui a été fait dans le cas du Tchad. Il n'y a pas eu de parti pris. On ne prend pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris. Et à cet égard, je peux vous donner l'exemple concret lors des dernières élections fédérales, voire même municipales qui se sont tenues en novembre dernier. La fédération, on a dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la couleur des partis, mais c'est la voix. On a eu à promouvoir l'ensemble des candidats de toutes les partis, de toutes les formations politiques. Que ce soit le parti conservateur, le parti libéral, on avait des candidats un peu partout et on les a affichés, mais sans donner de consignes. Lors des élections municipales aussi, je pense que vous l'aviez vu avec la radio Convergence TV, on a reçu l'ensemble des candidats à la mairie de Montréal, je veux dire les partis, les chefs de parti, pour que nous puissions leur soumettre un mémorandum rédigé en collaboration avec les présidents d'associations nationales dans un cadre de concertation où on a mis le focus sur les enjeux qui touchent la communauté que nous connaissons tous, qui ont été identifiés. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on a eu un parti pris. Donc la fédération, elle est et demeure apolitique. Mais partout où on peut avoir notre visibilité accrue ou renforcée, on profiterait de l'occasion, on saisira en fait la main qui est tendue. Donc voilà. Très bien, on y reviendra dans une prochaine émission. Dans votre biographie, vous dites œuvrer à la revitalisation des acteurs commerciaux, à la transition écologique ainsi qu'au soutien des économies sociales et culturelles. Est-ce que tout cela, c'est au profit des communautés africaines? Non, pas au profit des communautés africaines. Forcément, ça c'est en lien avec mon emploi professionnel. Très bien. Ça c'est en lien avec mon emploi professionnel à la ville de Montréal, où je suis commissaire au développement économique depuis plus de 6 ans maintenant, et que j'accompagne des entrepreneurs. Et c'est vraiment les entrepreneurs de toutes, que ce soit de la diversité ou québécoise. Mais il faut noter que parmi ma clientèle, il y a aussi des Africains. Il n'y a pas seulement que des Africains. Il y a des Québécois,
il y a des Canadiens, il y a des immigrants venant d'Europe, il y en a un peu de tout. C'est vraiment toute la communauté entrepreneuriale de façon globale. Parlons à présent du mois de l'histoire des Noirs, un événement devenu un rituel et célébré tous les février à travers le monde, chaque année. Les images ont fait le tour du monde, suscitant un tollé général, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada et en Afrique. Le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, et son épouse, en primates, des singes. En plein célébration du mois des Noirs. Que vous a suscité ces images-là? Honnêtement, c'était pour moi épouvantable. C'était une indignation totale. C'est révoltant. Ça frise le racisme. Pour moi, c'est du racisme pur et dur. Et c'est là on se rend compte que nous vivons une époque qui a conscience de sa propre défaite et de son avilissement moral. Comment un président qui est censé incarner l'exemplarité, qui est censé être le président de toute une nation, et de surcroît la nation la plus puissante au monde, se comporter ainsi. Parce que ça a été publié sur son compte, ça a été repris sur son compte, même si ça a été retiré par la suite. Mais on sait très bien que cet acte qu'il a posé est en adéquation avec sa propre conscience, parce que il le dit, il ne cesse de le dire et il ne cesse de le penser. Et on sait tous aussi ce qu'il voue, l'inimitié qu'il voue au président Obama. La preuve, il l'a jamais appelé le président Barack Obama. Il a toujours rajouté Barack Hussein Obama, ce qui renvoie à son origine. Donc, ce que ça m'a suscité et ce que ça a suscité au niveau de la fédération, et je pense, et ce que ça a suscité chez toute personne douée de bon sens, c'est vraiment une indignation. J'ai trouvé ça, c'était indigne, limite intolérable et inacceptable, et qui n'est pas du tout à la hauteur d'un chef d'État comme de la trempe de Donald Trump. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment révoltant. Est-ce que la fédération entend-elle publier un communiqué de protestation, bien que ce soit aux États-Unis? Bien que ce soit aux États-Unis, je pense pas que la fédération puisse prendre une mesure dans ce sens. Ça aurait été au Canada, on allait réagir comme on l'a toujours fait. Mais comme c'est aux États-Unis et que ça touche vraiment la communauté noire, si une telle décision doit être prise, elle doit être réfléchie et ça devrait être adopté par le conseil d'administration, parce que moi, en tant que président, je n'ai pas un pouvoir de décision individuellement. Il faudrait que ce soit fait de façon collective. Donc, mais dans tous les cas, le conseil d'administration se réunit le dimanche 15 février prochain. Ce serait certainement à l'ordre du jour, notamment dans les variables. Si un acte doit être posé, on le fera. Mais juste à titre d'exemple, au Québec ici, on a eu un ministre du Travail, Jean Boulet, qui est actuel ministre toujours de la CAQ. Il avait comparé les immigrants à, je sais pas à quoi, mais on a réagi. Et quand le Parti québécois ou même la CAQ a fait des déclarations qui sont jugées en fait fantaisistes ou racistes ou discriminatoires, on réagit. Et c'est aussi idem pour le fédéral. Quand ça arrive, on réagit toujours. Là-dessus, on ne reste pas passif. Nous restons toujours engagés et actifs. C'est des occasions qu'on ne laisse pas passer. Et le dernier exemple concret, c'était par rapport à la suppression du programme PEC, le programme de l'expérience québécoise, notamment pour les étudiants qui sont tous anxieux et stressés actuellement.
à la fin de leurs études qu'ils ne puissent pas avoir quelque chose parce que tout simplement ce programme a disparu. Mais la fac a condamné cet état et puis on a cet état de fait et puis aussi on a formulé des recommandations qui ont été publiées. C'est public, on le voit sur notre page Facebook et puis sur le LinkedIn. Très bien, nous allons suivre ça de manière très sérieuse parce que c'est des déclarations qui ne sont pas toujours en faveur des personnes noires et qui peut aussi se répercuter un jour au Canada. Définitivement, oui. Dans ce sens, dans ce sillon-là. Oui, allez-y. Non, je dis définitivement oui, on n'est pas à l'abri. Quand on voit les nouvelles tendances qui se dessinent là, on n'est pas à l'abri. C'est ça. Dans le même sillon, vous avez représenté votre fédération il y a quelques jours au lancement officiel de ce mois de l'histoire des Noirs à la ville de Montréal. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les différents discours prononcés à l'occasion? Est-ce qu'il y avait de la démagogie? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sérieux, tout ce qui a été dit autour de l'histoire des Noirs? Honnêtement, mon impression, c'est que nous sommes sur la bonne voie. À la suite de l'écoute du discours de la mairesse et du ministre des Relations internationales et de la francophonie qui a été anciennement ministre contre le racisme et la discrimination systémique dans le gouvernement Legault de la CAQ. Et toutes les personnes, mais je prends simplement l'exemple de ces deux personnes-là qui représentent quand même des paliers gouvernementaux importants. Le fédéral, le provincial et le municipal. Sans compter maintenant ce que, les autres intervenants ont dit. Je trouve que ça va dans le bon sens. Comme l'a dit la mairesse, il faut oser aborder tous les aspects de la vie. Qu'ils soient difficiles ou non, il faut les aborder avec lucidité et discernement. Il faut les discuter. Mais j'ai compris qu'elle est beaucoup plus dans la phase d'écoute. Elle est plus dans l'écoute, dans la consultation, dans la concertation. On espère vraiment que tout ce qui a été dit va se réaliser. En fait, on prend acte de ce qui a été dit, mais on va juger à travers les faits, les actes. C'est pour cela que je dis ça va dans le bon sens. Parce que entendre notre mairesse ou le ministre dire que le racisme systémique existe, c'est une réalité, et que ce n'est pas seulement au sein de nos institutions, c'est aussi partout, cette responsabilité, si on veut lutter contre ça, ce n'est pas seulement au sein des institutions ou des organisations, ça doit être le combat de tout le monde, ça je suis tout à fait d'accord. Donc, on a tous notre rôle à jouer. Nous, au niveau de la fédération, on fait de la sensibilisation, de l'information et de l'orientation. Et on soutient. Et on aimerait que toute personne, on encourage d'ailleurs les gens, les membres, nos membres, s'ils sont témoins d'un acte répréhensible, un acte comme ça, de nous prévenir et puis on va prendre les dispositions nécessaires. Combien de personnes nous ont appelés pour dire « j'ai été licencié de façon abusive » ou « j'ai eu tel problème au niveau de mon emploi ». Donc on essaye, à partir du moment où on avance de la chose, on prend les mesures, on prend des dispositions, on pose des gestes. Donc, pour ne pas être trop long par rapport à ça, mon impression était globalement positive. Maintenant, ça c'est sur la forme. Sur le fond, je veux bien voir des actes. Donc, wait and see. Nous allons souffler un instant en musique. C'est Douala Alexandre Douleur, le musicien camerounais. Il faut préciser que nous n'avons aucun droit d'auteur sur sa musique. Nous revenons juste après. Asma, la ville c'est quoi même? Métro, boulot,
dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Immigration FM, radio web émettant depuis Montréal au Canada. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous avons notre invité qui est en place, c'est Tierno Souleymane Abdoulaye Diallo. Non, Tierno Souleymane Diallo, président du conseil d'administration de la Fédération africaine et association du Canada. Et le thème de ce jour tourne autour du mois des Noirs, le regard de l'Afrique. Tierno, selon des historiens, des communautés noires du Canada, des Amériques et d'ailleurs ont des racines africaines communes. Qu'en pensez-vous? Votre... On vous écoute pas. Non. Oui, allez-y. Non. Le volume... Allô? Allô? Allô, oui, vous m'entendez? C'est bon, oui. Je disais donc que, selon des historiens, les communautés noires du Canada, des Amériques et d'ailleurs ont des racines africaines communes. Qu'en pensez-vous? Ben, racines africaines communes, peut-être, comme c'est des historiens, ça se peut que ce soit une réalité. Et tout ce que je sais, c'est que le Canada est un pays d'immigration. Rares sont les personnes qui peuvent dire que ils sont en fait genre originaires du Canada. Rares, je dis bien rares. Je dis pas que ça n'existe pas, mais rares parce qu'on sait tous comment est-ce que le pays il est grand et comment est-ce qu'il sait on essaie de le peupler à travers une immigration choisie, mais pas une immigration subie. Pourquoi? Parce que voilà, le programme ou les différents programmes d'immigration qui existent au Canada sont des programmes quand même qui sont très connus. C'est, je dirais même un pays avant-gardiste en matière de cela. Mais ce que disent les historiens, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais voilà, ça va être simplement du côté des Africains ou des Afro-descendants. Mais je pourrais pas dire que tous les immigrants, comme on le dit, sont d'origine africaine et puis avec une origine commune, dans la mesure où on n'a pas seulement que des Africains ou des Afro-descendants au Canada. Est-ce que vous pensez que les fléaux tels que le racisme, l'exclusion et la discrimination détruisent l'avenir des Noirs au niveau du Canada? Le volume? Allô? Je réponds à la question, je réponds par oui. Ouais. Et puis le racisme systémique, est-ce que vous avez l'impression que c'est un fléau sérieux pour les immigrants qui arrivent au Canada, surtout les immigrants noirs? Oui, je vous dirais oui, dans la réalité des faits, oui. Ça, on le voit à tous les jours. Le racisme systémique, là, ça existe. C'est ce qui dérange, c'est le fait de dire systémique. Moi, personnellement, je dirais pas que j'en ai été victime, mais je côtoie quotidiennement des gens qui en ont été victimes et qui continuent encore de l'être. Donc oui, le racisme systémique est une réalité. Au niveau des emplois, tout ça, est-ce que l'immigrant noir peut oser occuper le même emploi en tant qu'immigrant? Au niveau de l'emploi, je vous dirais aussi, effectivement, c'est une réalité, ça existe. C'est pas qu'il peut oser, mais est-ce qu'on lui donne la possibilité, la chance de l'occuper? Ça dépend aussi du degré d'adaptation de la personne, d'intégration de la personne.
et parfois aussi de ses compétences. Mais vous comme moi, nous savons tous que la compétence est une chose. Mais avoir la possibilité d'exercer un métier ou une fonction à la hauteur de ses compétences, de ses talents, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. En Afrique, on parle souvent, je ne sais pas, de réseau, de copinage et autres. Mais c'est pas que ici encore ça n'existe pas. Peut-être ça existe sous d'autres formes. C'est bien camouflé. Donc ça prend en fait une autre proportion. C'est pour ça, comment dirais-je, je parlais tantôt de tout ce qui est programme d'immigration, notamment ceux qui sont sélectionnés pour venir au Canada dans le cadre du programme de résidence permanente. Ok? Ceux qui sont, par exemple, ceux qui viennent au Québec. Je ne connais pas, je parle du Québec, je ne parle pas des réalités des autres provinces parce que je ne connais pas. J'ai toujours vécu au Québec. Mais, Monsieur Norbas, quand vous recevez le certificat, la lettre, le certificat de sélection pour le Québec, avec tout ce qui vient sur cette lettre, honnêtement, vous pensez que non, c'est fini, votre vie, elle est bien faite, c'est fini là. Mais quand vous arrivez au Canada et que vous vous rendez compte que le chemin encore est difficile, la tâche, elle est ardue, pour atteindre ce que vous espérez ou ce que vous aviez imaginé ou perçu à la réception de cette lettre-là, ben c'est autre chose. C'est là où beaucoup déchantent. Un avocat, un comptable, qui opérait dans son pays, qui reçoit cette lettre, on te dit, tu viens, voilà, tu sais, une profession réglementée et autres, ou un médecin. Combien de médecins avons-nous maintenant, ici, là, au Canada, à Montréal, qui sont chauffeurs de taxi? Combien d'ingénieurs de l'Afrique, venant de l'Afrique noire ou du Maghreb, qui ont de fortes expertises, mais qui n'ont pas la chance, ou qui n'ont pas eu la chance de se réaliser à travers un métier de leur rêve, mais qui sont obligés de faire le taxi ou faire autre chose. Donc, les exemples, ça n'en finit pas. Et c'est pourquoi je dis, les propos sont à nuancer, parce que ça dépend aussi de nous, c'est pas forcément aussi du système. Le racisme systémique du côté des autorités publiques, c'est-à-dire des pouvoirs publics, c'est un fait, on ne peut pas le nier, c'est une évidence. Mais nous aussi, comment faire pour pouvoir mieux s'intégrer? Ça aussi c'est autre chose. Donc il y a un travail à faire de part et d'autre. Mais ça ne veut pas dire des frères et sœurs n'ont pas essayé de faire le travail qu'il fallait, mais qui se sont toujours butés à des freins. Ils n'ont jamais atteint l'objectif. Donc voilà, ça c'est un travail de longue haleine, mais il faut continuer à faire, à sensibiliser, raison pour laquelle nous, au niveau de la fédération, on se bat aussi pour une plus grande représentativité, une réelle représentativité des communautés africaines et afro-canadiennes au sein des instances de décision. Parce que c'est là où ça se joue. Mais fort malheureusement, un exemple concret, rien que dans les associations, M. Norbas, combien de personnes, peut-être sans doute vous l'aviez entendu, combien de personnes de la communauté africaine, vous leur dites engagez-vous dans telle association, devenez membre du conseil d'administration ou autre, on va te dire ah non, moi je ne suis pas venu pour faire du bénévolat au Canada, il faut que je travaille, il faut que je cherche de l'argent. Oui, il faut chercher de l'argent. Mais on peut chercher de l'argent et grandir ou faire grandir encore des autres. Si tu n'es pas, tu considères le fait de siéger dans un conseil d'administration. Le volume. Attendez? Oui, c'est bon. Parfait. Si l'on considère le fait de siéger dans un conseil d'administration comme étant du bénévolat, alors que c'est dans le conseil d'administration que les décisions, les informations stratégiques sont partagées, ben là, on ne comprend rien. On va toujours rester à la marge. Donc, c'est pour ça il faut toujours être à la table. Comme le disait le Premier ministre Marc Carney récemment, si tu n'es pas à la table, tu seras au menu. En d'autres termes, au-delà des barrières auxquelles sont confrontés les immigrants noirs, il faut aussi
travailler sur les mentalités. Définitivement, oui. Il faut travailler sur les mentalités. Nous allons Il y a- à présent il y a prendre quelques beaucoup de choses questions à des faire. auditeurs. Des auteurs à travers l'Afrique qui ont posé quelques questions. Alors, question d'un auditeur depuis Brazzaville. Comment votre association peut nous aider à mieux vivre en Afrique? Est-ce que vous avez moyen de faire vivre mieux les Africains en Afrique? Je suis désolé pour, pour la personne, pour l'auditeur, mais l'association même cherche à vivre et à faire vivre ses membres ici dignement, en les aidant à mieux s'intégrer, en facilitant leur intégration socio-professionnelle, parce que c'est ce qu'on se donne aussi comme mission, d'œuvrer à la, comment dirais-je, d'œuvrer À l'émancipation. comment dirais-je, voilà, à l'émancipation des Africains et des Afro-Canadiens au Canada. Mais si ces gens-là ici sont bien émancipés, on peut par ricochet faire vivre les nôtres à partir de l'Afrique. Parce que nul ne doute sur la capacité réelle de la diaspora à contribuer au développement de nos pays, ne serait-ce qu'à travers les contributions financières qu'on envoie à nos familles respectives là-bas. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, de façon indirecte, on œuvre aussi à aider nos autres à mieux vivre en Afrique. Mais c'est de répondre à la question de façon directe, je dirais que ce n'est pas possible. Mais de façon indirecte, oui, on le fait. Mais pour le faire, toujours est-il qu'il faudrait d'abord qu'on atteigne notre capacité maximale, qu'on atteigne cet objectif, à faire en sorte que tous nos membres et sympathisants puissent être dans de bonnes dispositions. Très bien. Autre question, c'est Keita depuis le Mali. Est-ce que les associations africaines peuvent conclure des partenariats avec votre association? Définitivement oui, des associations étant ailleurs, on en a au Sénégal, il y en a, je prends l'exemple de la Guinée, il y a Chefed qui est une association qui existe au Bénin, au Togo, au Sénégal, ailleurs, même au Canada ici, qui a été à la base fondée au Canada ici maintenant il y a environ 10 ans. Et on est partenaire avec eux. Il y en a aussi au Burkina. Et d'ailleurs, on fait les RIDA. L'événement phare de la Fédération africaine et association du Canada. Ça veut dire quoi? Les RIDA, R-I-D-A, c'est les rencontres internationales de la diaspora africaine qui se tiendront au mois de mai, les 22, 23 et 24 mai 2026, à Montréal, ici. Et il y a plusieurs associations et experts en Afrique qui se sont positionnés pour soit être partenaires, exposants, ou voire même être panélistes. Donc, on a le site, ça va être lancé d'ailleurs cette semaine. En début de semaine, ça va être lancé, tout le monde va le voir. Mais oui, il y a possibilité de conclure des accords de partenariat avec nous au Canada. C'est possible. Très bien. Une autre question de Mekanda, c'est depuis le Cameroun. Bon, c'est une question, je suis sûr que la réponse est très facile. Pouvez-vous m'aider à émigrer au Canada? Malheureusement, non. Pour l'aider à immigrer au Canada, le seul conseil que je peux lui donner, c'est d'aller sur le site de Immigration Canada, voir les professionnels autorisés, des avocats et des consultants réglementés en immigration, pour éviter de se faire arnaquer. Arnaquer. Donc c'est le seul conseil que je peux donner à la personne. Comme ça, elle pourrait avoir les bons conseils. Très bien, nous annonçons tranquillement la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, une dernière question, et puis avant-dernière. Peu de temps après la cession à l'indépendance de nombreux pays africains, l'agronome français René Dumont avait jeté un pavé dans la mare en 1962 en publiant « L'Afrique noire est mal partie ». Cette association n'est-elle pas toujours d'actualité quand on observe la gestion un peu catastrophique de nos pays africains? Je souscris parfaitement à ce que ce penseur a dit. En fait, mais il faudrait nuancer ses propos. Nuancer ses propos dans la mesure où
c'est pas toute l'Afrique noire qui est comme ça. Il y a quand même des pays qui arrivent à se démarquer là. Il y a des pays qui se démarquent en termes de gouvernance et en termes de prospérité. Je prends par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, au jour d'aujourd'hui, ils ont fait un grand pas. Ils ont fait un grand pas parce que la preuve, au jour d'aujourd'hui, ils font partie du club du G20, qu'on appelle le groupe des 20 pays les plus industrialisés. Donc, ils sont vraiment à la table. Et au-delà de ça, ils sont aussi dans les BRIC SAM. Ça, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et puis Sud-Afrique et autres. D'ailleurs, qui viennent d'être élargis aussi à d'autres pays. Donc, tout est une question de volonté. La volonté politique, si elle est réelle, elle est de bonne foi, on va toujours mettre les moyens qui viennent avec. Mais, encore une fois, tout est question de volonté politique. Si on a la volonté politique, on peut faire en sorte, on peut aider son pays à prospérer. On a des exemples dans l'Afrique, j'ai cité l'Afrique du Sud, mais non pas plus loin qu'en Afrique, comment dirais-je, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a aussi l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a montré un exemple, comment dirais-je, tout un exemple à la face du monde en matière de démocratie. Quand on dit que l'Afrique, la démocratie n'est pas faite pour les Africains ou que il faut atteindre un degré de maturité, mais le Sénégal l'a montré le jour de l'élection. Pendant que dans certains pays, on se base sur des commissions qui doivent organiser des élections, au Sénégal, c'est comme en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur issu du gouvernement en place qui organise des élections. Et si c'est un opposant, c'est l'opposition qui remporte, le président reconnaît officiellement et puis ils appellent, ils remercient, ils félicitent le vainqueur. On l'a vu avec le président Wade et Macky Sall, on l'a vu avec les dernières présidentielles aussi. Où le président Macky n'a pas participé, mais quand même les gens, son poulain n'a pas remporté. Donc ça aussi c'est un exemple. On ne peut pas dire que l'Afrique, on peut le dire, mais il faut nuancer. Tout est pas dans les propos, mais dans les façons de faire. Si on s'inspire des meilleurs exemples, on peut toujours aller de l'avant. C'est comme, comment dirais-je, le Lesotho ou Botswana. Voilà des pays qui sont vraiment en avance dans beaucoup de choses. Le Maroc. Aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment, moi je dirais que ces propos-là sont vrais dans la majorité, malheureusement dans la majorité des pays africains, surtout dans l'Afrique noire, mais il faut quand même en fait les nuancer parce qu'il y a des pays qui arrivent à se démarquer, qui sont bien conscients de cet état de fait, mais qui arrivent à se démarquer. Donc voilà. Un mot de fin pour vos nombreux membres. Ben, premièrement, je vous remercie, Monsieur Norbas, et je remercie votre chaîne de télévision qui fait quand même un excellent travail de sensibilisation. J'ai été sur le site, j'ai vu tout ce qui se fait. Et pour nos membres et nos fans, je les invite simplement à plus de prise de conscience. Quand j'ai vu ce qui a été fait au président Obama et son épouse déguisée en primate, je me dis le chemin il est encore long. Je n'aurais jamais cru que cela pouvait arriver maintenant. En 2019, on parlait de George Floyd. Le mouvement là a pris de l'ampleur, ça a pris le monde entier. On pensait qu'il y a eu une prise de conscience réelle. Mais malheureusement, avec ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui, c'est un recul. C'est comme si tu fais 10 pas en avant, 100 pas en arrière. Et c'est là que nous, Africains et Afro-Canadiens, nous devons nous réveiller, arrêter de trop parler et agir. Parce que nous sommes des grands diseurs, mais des petits faiseux. Et là-dessus, j'invite tout le monde, vraiment, à voir ça pour dire que cette cotisation confère beaucoup plus à la personne en termes d'avantages. Voilà. Je vous remercie. Merci Tierno. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi consacrée en grande partie au mois de l'histoire des Noirs. Merci de nous avoir honorés de votre présence à ce grand rendez-vous médiatique.
Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la Fédération et Association au Canada. Cette entrevue sera publiée sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube, Instagram et X. À la présentation Norbert et à la technique Alain depuis le Cameroun. À samedi prochain si Dieu le veut. Merci beaucoup.